Je vous souhaite la bienvenue dans cette superbe salle et sans plus attendre, je vous invite à écouter nos deux premiers intervenants de l'après-midi. Madame Claudine Tiercelin d'abord, qui va nous parler de la notion philosophique du temps, puis Monsieur Serge Haroche, qui va nous parler du temps en physique. Madame, je vous en prie, merci. Merci. L'avenir, quel temps d'attente? Eh bien, chers amis, pour trouver des éléments de réponse à cette question, j'aimerais pour ma part remonter un peu le temps et vous proposer de nous télétransporter, par exemple en 1908, au moment où dans ce texte intitulé « Mysticisme et logique », Bertrand Russell écrivait ceci. « Les arguments en faveur de l'opinion selon laquelle le temps est irréel et le monde des sens illusoire doivent, me semble-t-il, être tenus pour fallacieux. Néanmoins, il y a quelques sens, plus faciles à ressentir qu'à établir, à dire que le temps est une caractéristique secondaire et superficielle de la réalité. Il faut reconnaître que le passé et l'avenir sont aussi réels que le présent, et une certaine émancipation de l'esclavage du temps est nécessaire à la pensée philosophique. Et, ajoutait-il, l'importance du temps est plus pratique que théorique, davantage en relation avec nos désirs qu'avec la vérité. On voit immédiatement qu'il en est ainsi quand on se demande pourquoi nos sentiments envers le passé sont si différents de ceux relatifs à l'avenir. La raison de cette différence est entièrement pratique. Nos souhaits peuvent affecter l'avenir, mais non le passé. L'avenir est, jusqu'à un certain point, soumis à notre pouvoir, tandis que le passé est irrémédiablement fixé. La différence qualitative ressentie entre passé et avenir n'est donc pas une différence intrinsèque, mais seulement une différence relative à nous-mêmes. Dans une contemplation impartiale, elle cesse d'exister. Et l'impartialité de la contemplation constitue, dans la sphère intellectuelle, exactement la même vertu de désintéressement qui, dans la sphère de l'action, nous apparaît sous la forme de la justice et de l'altruisme. On obtient, je pense, une image du monde plus vraie en se figurant que les choses entrent dans le fleuve du temps à partir d'un monde éternel extérieur, plutôt qu'en considérant le temps comme un tyran qui dévore tout ce qui est. Dans le registre de la pensée comme du sentiment, même si le temps est réel, se rendre compte de son peu d'importance est le commencement de la sagesse. » Fin de citation. Eh bien, c'est en suivant un peu cette inspiration russellienne, et donc plus parménidienne qu'héraclitéenne ou encore bergsonienne, que je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur la question qui nous occupe. Mais aussi parce que, contrairement à la tradition que nous avons un peu évoquée ce matin, qui va de la conception augustinienne du temps comme ce chronos omniprésent et inéluctable et surtout insaisissable, de cette distentio animi à la phénoménologie husserlienne de la conscience intime du temps, il n'y a pas lieu, je crois, de voir une opposition irréconciliable entre le temps du monde ou de la nature et le temps de l'âme ou de l'expérience vécue, ou pour parler comme Ricoeur, une aporie insurmontable. Bref, je m'obstine, de façon sûrement déraisonnable, à ne pas considérer qu'il y ait un temps du philosophe et un temps du physicien, même si, je vais y venir, maints événements dans l'histoire des sciences en particulier, mais pas seulement, ont de plus en plus aggravé l'écart, semble-t-il, entre l'image manifeste et l'image scientifique que nous renvoie le temps. La coupable de ce mauvais coup porté à nos intuitions sur le temps, la découverte de la théorie de la relativité, évidemment, mais pas uniquement. Revenons à cette même date, 1908, et non pas à Russell cette fois, mais à l'un de ses compatriotes qui, a priori, devrait avoir tout pour lui déplaire, le philosophe néo-hégélien MacTaggart. Or, voici que tout hégélien qu'il soit, MacTaggart a l'honnêteté de reconnaître que le temps nous place devant une contradiction insurmontable qui nous oblige à conclure à son irréalité. C'est bien simple, le temps n'existe pas. Et de parvenir à cette conclusion, pour des raisons qui ne tiennent pas, en tout cas pas seulement à la physique, à la même conclusion que Russell et incidemment que les lecteurs d'Einstein. Mais comment diable en arrive-t-il à cette conclusion aussi paradoxale ? Pour penser le temps, nous avons absolument besoin de deux types de propriétés. D'une part, celles qui nous permettent de distinguer passé, présent et futur, dites propriété A,
essentiellement perçue et donc plutôt existentielle et subjective ou idéale. Exemple, votre petit déjeuner de ce matin est passé, cette conversation entre nous est présente, votre dîner de ce soir est futur. Et nous avons besoin d'autre part de propriétés dites B qui nous aident à ordonner le temps selon des relations plus objectives, plus pensées, dit-on, que perçues, comme celles d'antériorité, de simultanéité, de succession ou de postériorité, plus stables, et qui cadrent donc mieux aussi, du moins sur les plans mathématiques et physiques, avec l'image du temps que véhicule la science du début du XXe siècle. Hors de cette distinction, McTaggart infère l'existence d'une authentique difficulté. En effet, si vous admettez 1. Que la série A est essentielle au temps, et même la plus fondamentale, puisque c'est la seule qui comporte cette notion véritable ou substantielle de changement, d'écoulement, de flux, de passage du temps, qui se donne à votre conscience, et 2. Que la série A n'en recèle pas moins une contradiction, puisqu'elle implique que toute chose possède à chaque instant ces caractéristiques temporelles que sont le passé, le présent et le futur, qui sont mutuellement contradictoires, puisque ce sont des déterminations incompatibles. En effet, pour écarter l'incompatibilité mutuelle des 3 phases, vous ne pouvez affirmer, en disant que l'événement est d'abord futur, puis présent et ensuite passé, que ces phases sont successives et non pas simultanées, car cela reviendrait à, je cite McTaggart, présupposer le temps comme succession pour rendre compte de la série A. Or, la série A constitue un préalable à l'explication du temps, d'où le cercle vicieux. Mais vous ne pouvez pas non plus faire fond entre les 3 caractéristiques des propriétés A sur la prééminence du présent, car le temps vécu, incorrectement qualifié parfois de temps objectif, est notoirement vague, la durée d'un événement étant considérablement variable et subjective. Quant à l'idée d'un présent ponctuel, définissable scientifiquement comme un simple point qui sépare le futur du passé, je cite, « Y a-t-il quoi que ce soit dans notre expérience qui puisse nous faire croire dans l'existence d'un tel temps ?» Eh bien, des points 1 et 2, il s'ensuit donc 3, que le temps n'existe pas, ni au sens de la série A, ni au sens de la série B. Ces analyses menées, comme vous le voyez, à partir de la philosophie, n'ont cessé depuis des décennies d'alimenter les discussions, toujours vives aujourd'hui, sur lesquelles je me suis penchée avec mon groupe de recherche à l'occasion d'un colloque en octobre 2019, dont vous trouverez d'ailleurs, si cela vous intéresse, les vidéos et les actes publiés sur le site de la philosophie de la connaissance au Collège de France. Chacun de nous, bien sûr, a en tête les analyses husserliennes sur la conscience intime du temps, la perception, l'expérience que l'on a aussi, tout comme la description plus historique et sociologique ou phénoménologique, dont nous avons un peu parlé ce matin, de ces questions, que l'on peut en donner, pardon. Mais ce qui est à mon sens fécond dans la reprise contemporaine de ces problèmes au XXe siècle, c'est précisément le regain d'intérêt pour les aspects plus directement métaphysiques du concept de temps. On ne tient plus pour acquis que le temps est insaisissable. Au demeurant, la plupart de ceux qui l'affirment présupposent le plus souvent et le plus ingénument que c'est un flux et que le temps s'écoule, ce qui est bien une thèse métaphysique sur le temps, ou que sa seule existence ou réalité se réduit à la conscience qu'on en prend ou à l'expérience intérieure que l'on en fait. Les partisans des propriétés A, les héraclitéens pour aller vite, sont prêts à admettre avec McTaggart que la réalité du temps nécessite l'existence de propriétés dynamiques et transitoires, mais contrairement à lui, ils n'y voient pas une contradiction. Il faut, disent-ils, considérer que les objets matériels ont bel et bien des propriétés d'être tour à tour, futur, présente, puis passé, et donc admettre un mouvement ou un flux réel des choses au travers de la dimension temporelle. Quant aux partisans des propriétés B, les parménidiens, si vous voulez, ils accordent le caractère contradictoire de la série A, mais ils estiment que la série B, du fait de ses propriétés immuables, garantit au fond une compréhension théorique satisfaisante du temps. En effet, à la différence des propriétés A, perpétuellement changeantes, les relations de la série B sont immuables. Et en ce sens, la théorie B affirme que le temps serait ultimement réductible à un système de relations fixes où il n'existe aucune sorte de flux ou de mouvement. Mais vous voyez qu'apparaissent à travers cette opposition de fond plusieurs conceptions possibles du temps, ainsi que des interrogations dont voici quelques-unes.
Que vaut au juste objectivement cette image du temps comme flux, mouvement, écoulement, passage? Peut-on vraiment dire des propriétés A qu'elles sont réelles alors qu'elles sont contradictoires? Inversement, si seules sont réelles les relations B, est-ce à dire que le temps ne passe pas? Quelle réalité, quelle nature ou quelles propriétés intrinsèques reconnaître au temps? En quoi le temps se distingue-t-il de l'espace? L'impression que nous avons du temps, ou que le temps passe ou s'écoule, correspond-elle en quelque façon que ce soit à sa nature réelle? Comment plus largement comprendre notre expérience de la durée, du changement, de la persistance? Quelle relation le temps vécu ou perçu a-t-il avec le temps physique? Comment encore rendre compte de la distinction entre le passé, le présent et le futur? Quel rapport le temps entretient-il à d'autres concepts fondamentaux, notamment ceux de changement, de mouvement, de causalité, d'identité ou de persistance? Les enseignements des sciences contredisent-ils la conception ordinaire du temps? Cette dernière est elle-même cohérente. Doit-on se résoudre à l'idée que le futur est ouvert et le passé clos? Y a-t-il une direction ou flèche du temps? Les voyages dans le temps sont-ils possibles? Bon, vous voyez que l'une des raisons pour lesquelles ces questions ont été reprises aujourd'hui avec une vigueur particulière est évidemment liée à la révolution théorique introduite par la relativité einsteinienne, qui a conduit à remettre en cause le bien-fondé de l'idée de simultanéité absolue et à réviser la distinction classique entre l'espace et le temps. Mais comme vous le voyez aussi, ce n'est pas la seule raison, et il arrive parfois que les philosophes, indépendamment des savants, parviennent avec leurs petits moyens à lever aussi quelques lièvres. Très vite, quelles sont les principales options ou ontologies temporelles qui se dégagent donc aujourd'hui et leurs mérites et inconvénients respectifs? On distingue trois courants majeurs: le présentisme, l'éternalisme et la théorie du bloc en expansion. Un présentiste vous dira que seul le présent compte. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, seuls ont une existence réelle les occupants du présent. Il faut se représenter la réalité comme une fine pellicule ou couche de l'instant présent, un instant toujours changeant et bordé de deux néants. C'est quelque chose de ce genre que vous retrouvez par exemple chez Merleau-Ponty, qui, comme Husserl, prend acte du fait que les notions clés de présence et de présent ne peuvent dépasser le niveau de la description ou de l'élucidation phénoménologique pour donner lieu à une explication à propos du présent vécu, ce que déplorait précisément McTaggart, mais qui, à la différence de Husserl, qui centrait son analyse de la temporalité sur la conscience intime et constitutive du temps, à partir des vécus de l'ego, essaye d'intégrer, jusqu'à un certain point au moins, les apports des sciences dans la phénoménologie de la perception, et appuie son approche sur la base d'une nécessité intérieure qui lierait intimement, sur le mode d'une synthèse passive, dit-il, ou de transition, la subjectivité à la temporalité, mais une subjectivité désormais pensée comme incarnée, pour reprendre les termes de Merleau-Ponty, un corps sujet ouvert au monde qui appelle une vision du temps comme absence ou manque. Dans un cas comme dans l'autre, la leçon est celle-ci. Il y a bien une irréductibilité du présent et de la présence au présent, mais contrairement à la conclusion qu'en tire McTaggart, et que tirait aussi incidemment Aristote, pour qui cela ne cessait de faire problème, les phénoménologues considèrent qu'il ne faut pas y voir une preuve de l'irréalité du temps, tout au contraire, c'est en cela que réside sa consistance ontologique. À présent, si vous êtes deuxième option, éternaliste, et que vous en pincez donc pour les propriétés B, alors vous allez considérer que passé, présent et futur existent tous au même titre, de même que Kiev existe sans se trouver ici à Paris, la bataille de Dien Bien Phu et l'extinction du Soleil existent, même si ces événements ne se trouvent pas exister maintenant en 2022. Pour vous, l'univers forme ainsi un bloc où toutes les dimensions du temps sont à égalité. Une troisième option est ce qu'on appelle la théorie du bloc en expansion. Ici, il s'agit de dire que seul le passé et le présent existent, mais pas le futur. Cela vous conduit à considérer en quelque sorte que tout nouvel instant s'ajoute à l'inventaire du réel, un réel qui ne cesse donc de croître.
Eh bien, sur ces positions viennent se greffer d'autres interrogations qui ont trait notamment au mode d'être, à la constitution, à l'identité et à la persistance des objets dans le temps. Comment, par exemple, distinguer entre mode d'être temporel et atemporel? Comment des choses numériquement identiques peuvent-elles exister à différents moments? Comment rendre compte de la constitution matérielle et de l'unité synchronique des objets? Peut-on, faut-il, pour y parvenir, réconcilier les deux approches, tridimensionnelle et quadridimensionnelle du temps? Deux options majeures se dégagent ici. Selon la première, dite endurantisme, qui se réclame du sens commun, les objets matériels persistent en étant pleinement présents à chaque instant de leur existence. La réalité est ainsi faite, voyez-vous, d'entités tridimensionnelles, intégralement contenues dans l'espace qu'elles occupent à chaque instant. Pour la deuxième option, au contraire, dite perdurantisme, les objets matériels s'étendent dans l'espace et dans le temps. Ils ont, outre leur partie spatiale, des parties temporelles qui expliquent leur persistance dans le temps. Autrement dit, nous ne voyons jamais d'objets entiers, nous ne voyons que des segments d'objets, on dit encore des verres quadridimensionnels, plus étendus. Voilà certes qui oblige ici encore à réviser nos intuitions communes, mais cette option a le mérite par rapport à sa concurrente d'expliquer comment les objets peuvent survivre à des changements de leurs propriétés intrinsèques. Pour résumer quelques-unes des questions ouvertes, devons-nous admettre l'existence de parties temporelles, et si oui, à quel prix? Quelles sont exactement les vertus théoriques du perdurantisme? Est-il si certain que l'endurantisme soit une position de sens commun? Est-on justifié à dire qu'il ne rend pas compte de l'identité diachronique via le changement? Très vite, indiquons quelques avantages et difficultés de chacune des positions. Pour le présentiste, vous voyez bien comment il peut se targuer de représenter le sens commun, d'être aussi ontologiquement économe, d'offrir une lecture simple, au fond, de notre intuition que le temps est en son essence un passage ou un devenir. Mais il pose deux problèmes. Un, il présuppose une notion de simultanéité absolue, or cela semble directement contraire à une composante cruciale de notre meilleure physique empiriquement confirmée. Deux, il a le défaut majeur de ne pas rendre compte de la vérité des énoncés que nous faisons sur le passé. Or, si le passé n'a aucune consistance, cela veut dire, d'une part, qu'il est impossible de faire la différence, par exemple, entre un passé révolu et une absence de passé, et donc de rendre vraiment compte du passage du temps, et l'on ne voit pas, d'autre part, ce qui peut bien rendre vrai les énoncés que nous faisons sur le passé. On manque, comme disent les philosophes dans leur jargon, de vérifacteurs, truth makers. Cela concerne directement les énoncés de l'historien, mais les énoncés de toutes les sciences, archéologie, etc., dont l'objet est le passé, et compromet donc leur prétention à l'objectivité. Quant à l'éternalisme, on voit bien aussi quels sont ses mérites. Il s'accorde mieux, comme je l'ai dit, avec l'image du temps que nous livre la physique, puisqu'à la différence de la physique newtonienne, où il est possible de définir un présent objectif, un maintenant universel valable pour tous les observateurs et englobant dans une même simultanéité tous les événements présents, l'une des conséquences de la théorie de la relativité restreinte est la remise en cause de la conception classique du temps comme un flux absolu divisé en passé, présent et futur. Comme le dit Einstein, le maintenant perd pour le monde qui s'étend dans l'espace sa signification objective. Ce pourquoi, je le cite encore, pour nous physiciens dans l'âme, cette séparation entre passé, présent et avenir ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Mais l'éternalisme présente un triple inconvénient. 1. Il heurte le sens commun, ou notre image manifeste du monde. Il contrevient à notre expérience si vive du temps, de la succession, du passage, qu'on a du mal à concevoir si l'univers est un bloc spatio-temporel où tous les événements physiques et psychiques sont disposés une fois pour toutes. 2. À ces difficultés s'ajoute l'incompatibilité apparente de l'univers bloc avec la mécanique quantique, du moins dans la version standard à déterministe de l'école de Copenhague. 3. Enfin, cette conception soulève un enjeu pratique, puisqu'elle a l'air de bloquer l'ouverture du futur et donc de conduire potentiellement à une forme de fatalisme et donc de remettre en cause aussi notre libre arbitre
comme l'avait d'ailleurs vu William James, qui, dans le contexte différent d'une critique du déterminisme, avait forgé le terme d'univers-bloc pour justement essayer de contester ce point. Si le futur est fixé une fois pour toutes, il n'y a aucune place pour le libre arbitre. Bon, vous aurez reconnu au passage, si j'ose dire, les problèmes classiques qui avaient conduit les scolastiques à élaborer de puissants outils logiques pour concilier la préscience divine et la contingence des événements futurs, et avant eux, le problème aristotélicien des futurs contingents et de la nécessitation, ainsi que l'argument dominateur de Diodore, Chronos. Si Dieu sait pour tout événement s'il va ou non se produire, alors A, toute proposition concernant des événements futurs est déjà vraie ou fausse, d'où il s'ensuit B, que toute proposition concernant les événements futurs est nécessaire ou impossible. Par conséquent, A implique qu'il n'y a pas de contingence concernant les événements futurs. Le logicien Arthur Prior s'efforcera en 1967 de résoudre ce type de paradoxe dans le cadre d'une logique temporelle. J'en viens à la théorie du bloc en expansion. On peut évidemment, de prime abord, se revendiquer d'avoir par là le meilleur des deux mondes, si j'ose dire, dans la mesure où elle respecte notre intuition d'un futur ouvert, du fait tout simplement qu'il n'existe pas encore, tout en évitant le problème de la vérification des énoncés portant sur le passé. Mais comme le présentisme, cette position présuppose une notion problématique encore de simultanéité absolue, et elle se heurte aussi à une puissante objection épistémique, puisque rien ne nous permet, semble-t-il, de savoir si nous nous trouvons dans le présent objectif, c'est-à-dire à l'extrémité du bloc de la réalité, plutôt que dans le passé objectif, c'est-à-dire dans une tranche antérieure du bloc. Avant de conclure, quelques suggestions rapides pour sortir de ces difficultés qui semblent bien, vous le voyez, tracer une opposition assez franche entre l'image manifeste et l'image scientifique du temps. La première, nous représentant le temps de manière dynamique comme un passage ou une sorte de mouvement, confère certes au présent un privilège ontologique et admet une notion de simultanéité absolue. À l'inverse, si on suit la seconde, nous obtenons une vision statique du temps. Il n'y a pas de privilège ontologique du présent sur les autres temps, et la notion de simultanéité se voit relativisée à un référentiel. Ceux qui, comme c'est mon cas, prennent au sérieux la science, sans pour autant considérer qu'il faut s'en laisser totalement compter par elle, ou qui appellent de leur vœu une véritable métaphysique scientifique, doivent donc s'efforcer de réconcilier du mieux qu'ils peuvent les deux images, ou du moins d'expliquer le mieux qu'ils peuvent encore leurs discrépances. Trois stratégies, pour terminer, me paraissent ici possibles, et bien sûr, je serais heureuse de savoir ce que le professeur Haroche en pense. Selon que l'on se place, je crois, du point de vue du philosophe de la physique, du philosophe des autres sciences de la nature, par exemple de la biologie en particulier, et du point de vue, enfin, du métaphysicien. Prenons le premier groupe, si vous voulez, le premier type de stratégie, si je me place du côté des philosophes de la physique et des éternalistes, les fans des propriétés B, n'est-ce pas ? Bon. D'abord, je pense qu'ils peuvent commencer par noter que les questions de l'existence de la nature et des propriétés du temps représentées en physique dépendent du domaine de la physique qui est considéré, et qu'il peut y avoir dans chaque domaine des variations entre relativité restreinte et générale, entre les différentes interprétations de la mécanique quantique, avec ou sans variable cachée, déterministe ou indéterministe, et même entre différentes versions de la mécanique classique, discrète ou continue. Toute recherche, au fond, d'un concept unitaire de temps en physique doit tenir compte de cette pluralité d'approches et de contextes, ce qui n'exclut pas la possibilité d'un noyau commun à toutes ces conceptions physiques du temps, comme la succession, par exemple. À partir de là, je suggérerais 5 arguments. 1. Premier argument, il consisterait à soutenir que la physique est incomplète, qu'elle ne peut décrire de manière exhaustive la réalité. Le présent objectif existerait, mais il ne serait pas détectable par la physique. Position suggérée, du reste, par Einstein lui-même, comme l'avait noté Carnap. Un deuxième argument peut faire fond sur l'incomplétude, non de la physique en général, mais de la théorie de la relativité restreinte, celle-ci faisant abstraction de la gravitation. Il serait possible, dans le cadre de la théorie plus complète de la relativité générale, de rétablir, au fond sur des bases nouvelles, l'idée de présent objectif ou privilégié et de temps cosmique global. Troisième voie possible
ça consisterait à montrer que quand bien même la théorie de la relativité restreinte remet en cause la notion de présent objectif, cela ne nous force pas à adopter la conception de l'univers bloc, ou encore qu'il est possible de concilier l'univers bloc avec le passage du temps. C'est une suggestion, par exemple, que vous trouvez chez le philosophe et physicien Tim Maudlin. Un quatrième argument se concentrerait sur la réponse que fait implicitement Einstein à Gödel, pour qui la relativité de la simultanéité entraînait l'impossibilité de définir un présent objectif et faisait du devenir une illusion, à quoi Einstein ne conclut pas ainsi, mais dit seulement qu'il est plus compliqué et s'emploie en conséquence à distinguer simultanéité et succession. Enfin, un cinquième argument consisterait à dire que si l'éternalisme est l'approche qui s'accorde le mieux avec, voire qui est commandée par la relativité restreinte et générale, ces dernières ne sont pas fondamentales dans la mesure où elles restent incompatibles avec la physique quantique. Toutes sortes de programmes de recherche contemporains, même s'ils restent pour l'heure spéculatifs, cherchent à formuler une théorie de la gravité quantique qui soit à même d'unifier les enseignements de la physique relativiste et de la physique quantique. Ainsi, interprété à la lumière des théories de la gravité quantique qui affirment la non-fondamentalité du temps, dans la théorie des cordes ou dans la gravité quantique à boucle, l'éternalisme promettrait de rester l'ontologie temporelle la plus en adéquation avec notre meilleure physique. Maintenant, si je me place du point de vue des autres sciences de la nature, parce qu'après tout, s'il est vrai que la physique est cruciale pour la compréhension du temps, le temps de la physique est après tout aussi lui-même une abstraction. Plusieurs points de vue sur le temps émergeant des différents domaines de la physique. Mais surtout, il est clair que dans d'autres sciences de la nature, la biologie, la géologie, la psychologie, les sciences cognitives, la théorie de l'évolution, par exemple, le temps manifeste des propriétés spécifiques. Nous en avons d'ailleurs un peu parlé déjà ce matin. Une approche comparative s'impose donc et est éclairante à maints égards. Ainsi, les modélisations en biologie nous font voir que le temps n'est pas un concept monolithique, mesurer l'importance de la prise en compte de la mesure, de la diversité des échelles temporelles, selon qu'on aborde l'embryogénèse ou le développement des organismes, l'évolution des espèces et des lignées, ou enfin l'histoire de la vie sur Terre et la dynamique des écosystèmes. L'échelle du temps de la phylogénie moléculaire, par exemple, n'est pas la même que celle de la génétique des populations ou de l'écologie comportementale. Nous savons aussi qu'il nous faut aborder les problèmes en tenant compte du temps profond, que la théorie de l'évolution suppose un temps incommensurablement plus long que la perspective de la vie humaine ordinaire. C'est pourquoi la biologie évolutionniste doit prendre en compte le temps de la phylogénie, mais aussi de la géologie et de la paléontologie, ce qui appelle à un dialogue constant entre les diverses positions théoriques sur certains phénomènes communs, par exemple la notion de flèche du temps qu'on retrouve dans plusieurs sciences empiriques, devrait nous éclairer sur ce qu'elle est, sur la manière dont on peut la retrouver dans des régions ontologiques distinctes et sur les raisons pour lesquelles il en est ainsi. J'en viens enfin à la troisième stratégie pour aborder le problème de l'écart entre l'image manifeste et l'image scientifique, à partir cette fois de mon point de vue de métaphysicienne. Et très vite ici, à mon sens, il vaut mieux, si on se lance dans ce genre d'opération, veiller à distinguer plusieurs choses. 1. Il faut reconsidérer sans cesse l'opposition usuelle que nous faisons à la suite notamment de Strawson entre métaphysique descriptive ou révisionnelle du temps, et nous demander si, contrairement aux apparences, notre schème conceptuel ordinaire est incohérent. Certaines analyses menées dans les neurosciences ou en psychologie cognitive, par exemple, nous montrent que dans le phénomène de la mémoire épisodique, un même événement est à la fois représenté comme passé et comme présent, moyennant quoi notre compréhension usuelle n'est peut-être pas aussi favorable à la théorie A qu'on le soupçonne généralement, auquel cas l'argument de McTaggart pourrait être moins révisionnel qu'il n'y paraît sur les questions d'ontologie temporelle. Une deuxième précaution à prendre serait, me semble-t-il, de ne pas renoncer trop vite non plus à la position présentiste du sens commun, compte tenu de la représentation que nous nous faisons de ce qui fait l'unicité de la conscience. Ici encore, cela vaut la peine de confronter les analyses menées à partir de notre phénoménologie temporelle avec celles que nous livrent les analyses des sciences cognitives et les neurosciences. Enfin, plus qu'un autre, le métaphysicien doit savoir se méfier de ses intuitions qui tentent à lui faire privilégier certains modèles plutôt que d'autres. Ainsi, notre expérience du passage du temps, de la persistance, et notre conception du soi comme endurant ne sont peut-être que le produit contingent de la manière dont fonctionne notre système perceptuel.
Or, notre expérience ne saurait jouer en métaphysique de rôle motivationnel ou argumentatif, ce qui invite plus largement à réévaluer la place beaucoup trop grande accordée aux intuitions en philosophie. Car comme le rappelait Russell, en se moquant gentiment une fois encore de Bergson, ce n'est ni l'intelligence ni l'intuition, mais la sensation qui fournit des données nouvelles. Mais quand les données sont nouvelles de quelque manière remarquable, l'intelligence est bien plus à même de les traiter que ne le serait l'intuition. La poule qui a une couvée de canetons a sans doute une intuition qui semble la transporter en eux. Elle n'en a pas qu'une connaissance analytique. Mais lorsque les canetons se jettent à l'eau, la prétendue intuition se révèle illusoire et la poule demeure désemparée sur la rive. Je conclurai donc. L'avenir, quel temps d'attente ? Je ne prétends pas, chers amis, être parvenu à répondre comme il conviendrait, vous vous en doutez bien, à cette question. Cela fait longtemps que je fais mienne ces paroles de Nelson Goodman dans La structure de l'apparence. En philosophie, tout effort pour rendre clair ce qui est obscur risque de demeurer peu attrayant, car la peine en cas d'échec est la confusion, alors que la récompense en cas de succès est la banalité. Mais j'aimerais simplement, une fois encore, pour parler d'avenir, repartir du début et remonter donc au passé et à ce dont nous prévenait Russell. Toujours nous souvenir que, je le cite, l'importance du temps est plus pratique que théorique, davantage en relation avec nos désirs qu'avec la vérité, et en conséquence que celui qui souhaite voir le monde dans sa vérité et s'élever par la pensée au-dessus de la tyrannie des désirs pratiques doit apprendre à réprimer toute différence d'attitude entre passé et avenir et à embrasser tout le fleuve du temps en une même vision globale. Il le disait en 1908, à un moment où ce qu'il appelait la fausse philosophie de l'évolution ne jurait que par l'idée de flux, de dynamisme et de progrès. La manière dont, à ce qu'il me semble, le temps ne doit pas intervenir dans notre pensée philosophique peut être illustrée par la philosophie qui a été associée à l'idée d'évolution et qui est représentée par Nietzsche, le pragmatisme et Bergson. Cette philosophie, en se fondant sur le développement qui a conduit les formes inférieures de la vie jusqu'à l'homme, voit dans le progrès la loi fondamentale de l'univers et ainsi fait de la différence entre l'avant et l'après la véritable citadelle de son regard contemplatif. Ce qu'il commentait avec son acidité habituelle, le processus qui conduit de l'amibe à l'homme parut aux yeux des philosophes un progrès évident, bien qu'on ne sache si l'amibe aurait accepté cette opinion. En fait, on laisse entendre, sans l'annoncer explicitement, que l'avenir, quoique nous ne puissions le prévoir, sera meilleur que le passé ou le présent. Le lecteur est comme l'enfant qui s'attend à recevoir un bonbon parce qu'on lui a dit d'ouvrir la bouche et de fermer les yeux. La logique, les mathématiques, la physique disparaissent de cette philosophie parce qu'elles sont trop statiques et n'admettent pas pour réel la pulsion et le mouvement vers un but qui, tel l'arc-en-ciel, recule à mesure que l'on avance et rend chaque point qu'elle touche différent de ce qu'il paraissait être à distance. L'évolutionnisme s'intéresse de façon primordiale à la question de la destinée humaine ou au moins au sens de la vie. Mais si la philosophie doit atteindre la vérité, il est nécessaire d'abord et avant tout que les philosophes acquièrent la curiosité intellectuelle désintéressée qui caractérise l'authentique homme de science. La connaissance de l'avenir, qui est le genre de connaissance que l'on doit atteindre si l'on veut connaître la destinée humaine, est possible dans d'étroites limites. Il est impossible de dire dans quelle mesure le progrès de la science pourra les repousser. Mais il est évident que toute proposition concernant l'avenir appartient par son sujet à une science particulière et doit être établie, si elle doit l'être, par les méthodes de cette science. La philosophie n'est pas un raccourci conduisant au même type de résultats que ceux des autres sciences. Pour être une véritable étude, elle doit posséder son propre domaine et viser des résultats que les autres sciences ne peuvent ni prouver ni infirmer. Eh bien, il me semble que nous pouvons faire nôtre en 2022 ce message de 1908 qui n'est pas sans résonance avec la tâche qu'a signée aussi Husserl aux philosophes dans ce superbe texte « La téléologie des métiers et le sens originel de la philosophie » de 1937. Soyons attentifs à la date. Si je les entends bien, préparer l'avenir, répondre donc à l'attente de l'avenir, au fond, c'est avant tout s'élever contre l'irrationalisme sous toutes ses formes, les plus visibles comme les plus insidieuses. Barrer la route tant aux exaltés de ce que Jacques Bouvresse, qui nous a quittés il y a tout juste un an, appelait le mythe du progrès, qu'aux exaltés et prophètes et collapsologues en tout genre de l'avenir et du mythe, la symétrique inverse, du déclin et de la catastrophe annoncée. On peut certes y parvenir sans cesser de lire des poèmes, des récits et des histoires, mais à condition de ne pas se raconter d'histoires. Et pour ce faire, il n'est d'autre moyen que de faire confiance aux savants
est de croire en l'objectivité de la connaissance et de tout mettre en œuvre pour forcer les politiques à s'en persuader et à agir en conséquence. Je ne souhaite pas m'en prendre à son récit du passé et de l'avenir du monde, quelque conjectural qu'il soit, disait Russell, à propos des philosophes de l'évolution. Mais je pense, ajoutait-il, que dans l'ivresse d'un rapide succès, bien des choses requises pour une compréhension vraie de l'univers ont été omises. Il faut tempérer d'un peu d'hellénisme, d'un peu de résignation orientale aussi, cette affirmation hâtive de l'Occident, afin qu'elle puisse passer de l'ardeur de la jeunesse à la sagesse mature de l'adulte. En dépit de son appel à la science, la véritable philosophie scientifique, je pense, est quelque chose de plus ardu et de plus distant, s'adressant moins aux espérances de ce monde et requérant une discipline rigoureuse pour parvenir à la pratiquer avec succès. Et il disait enfin ceci, « Les métaphysiciens ont fréquemment dénié la réalité du temps. Je n'entends pas faire comme eux, je souhaite seulement préserver l'attitude mentale qui a inspiré cette dénégation, attitude qui, dans le domaine de la pensée, considère que le passé a même réalité que le présent et la même importance que l'avenir. En tant que, dit Spinoza, l'esprit conçoit les choses selon le commandement de la raison, il est affecté de même façon, que l'idée soit celle d'une chose future ou passée ou celle d'une chose présente. Merci.